Manifesté aujourd'hui, mais en Belgique. Après 3 heures de défilé, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants à Bruxelles. La police a dû faire usage de canons à eau pour disperser des manifestants qui lançaient des projectiles. Au total, une 60aine de personnes ont été interpellées. Les premiers manifestants sont arrivés ce matin pour protester contre la politique sociale du gouvernement de Charles Michel. À noter qu'un journaliste français a été arrêté par la police alors qu'il couvrait la manifestation. Et à Paris, 2 gilets jaunes ont été reçus par Édouard Philippe à Matignon cet après-midi. L'un d'eux, Jason Herbert, a quitté la réunion prématurément. Motif, l'entretien n'était pas filmé. J'avais exprimé auparavant, avant de venir, et je l'ai exprimé à nouveau au Premier ministre, la volonté qui était que cet entretien soit intégralement filmé et diffusé en direct de façon à ce que l'ensemble des Français puissent y assister. Parce que je considère que je n'ai pas une légitimité supérieure à quiconque pour être ici. Ça a été refusé. J'avais pris des engagements auprès de mes proches qui étaient que si ce n'était pas filmé, de façon à ce que tout le monde puisse y assister, je ne resterai pas donc. Nous en sommes restés au stade simplement des présentations, par cordialité, mais pour ma part je n'ai absolument pas été plus loin dans la discussion. Nous n'avons pas commencé à réfléchir à des choses parce que sans une diffusion, une retransmission en direct, je ne souhaitais pas que ce dialogue soit engagé de façon concrète. Les Gilets jaunes souhaitent désigner des représentants. Nous pourrons continuer ce dialogue, j'espère qu'il pourra continuer à se tenir. Et je voulais remercier tous ceux qui, quelle que soit leur responsabilité, depuis hier matin, ont souhaité participer à la définition des mesures, de la méthode que nous allons mettre en œuvre à partir de la semaine prochaine. Sera contrôlé et réservé aux piétons sous présentation d'une carte d'identité. Les sacs seront également de la vidéo de la semaine. Il est bon que la France soit de retour. Ça fait vraiment trop longtemps que son siège européen était physiquement occupé, mais politiquement vide. Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays. Liberté, égalité, fraternité. Liberté. Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police, pardon. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée, écraser dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Une enquête sur le volume des armes européennes chez les terroristes syriens.
Un groupe de députés du Parlement européen propose de mener une enquête pour élucider la provenance des armes européennes retrouvées chez les terroristes syriens et irakiens en quantité choquante. Le volume des armes en provenance de l'Union européenne entre les mains des terroristes en Irak et en Syrie nécessite une enquête spéciale, selon un projet de résolution mis au point par un groupe de députés européens dont Sputnik a pris connaissance. Le document déjà approuvé par la Commission des Affaires étrangères souligne que le Parlement européen est choqué par le volume des armes et munitions de fabrication européenne retrouvées chez Daesh en Syrie et en Irak. Dans le même temps, le projet de résolution propose d'obliger les membres de l'Union européenne à ne pas délivrer de licences d'exportation en cas de risque évident de réexportation des technologies ou équipements en question. Le Parlement européen appelle les pays membres à renoncer à l'avenir aux transferts similaires, notamment vers les États-Unis et l'Arabie saoudite, indique le document. Tout le long du conflit syrien, les officiers des forces gouvernementales ont à plusieurs reprises fait état de la découverte d'importantes quantités d'armes, munitions et matières explosives de fabrication américaine et européenne dans les zones libérées des terroristes. Et pour terminer, direction les États-Unis. Dans le résumé de son ultime document stratégique 2018, National Defense Strategy of the United States of America, le Pentagone soutient qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et leurs alliés ont instauré un ordre international libre et ouvert pour sauvegarder la liberté des peuples de l'agression et de la coercition. Mais que cet ordre se trouve à présent miné de l'intérieur par la Russie et la Chine qui violent les principes et les règles des rapports internationaux. Le professeur Michel Chossudovsky, directeur du Centre de recherche sur la globalisation, introduit sur Global Research une étude documentée de James A. Luca sur le nombre de personnes tuées par la série ininterrompue de guerres, coups d'État et autres opérations subversives effectuées par les États-Unis de la fin de la guerre de 1945 à aujourd'hui, nombre estimé à 20-30 millions. L'étude documente les guerres et les coups d'État effectués par les États-Unis dans plus de 30 pays asiatiques, africains, européens et latino-américains. Elle révèle que les forces militaires US sont directement responsables de 10 à 15 millions de morts provoquées par les plus grandes guerres, celles de Corée, du Vietnam et les deux contre l'Irak. Entre 10 et 14 autres millions de morts ont été provoquées par les guerres par procuration, conduites par des forces alliées armées, entraînées et commandées par les USA en Afghanistan, Angola, Soudan, Guatemala et d'autres pays. Voilà l'ordre international libre et ouvert que les États-Unis, indépendamment de qui siège à la Maison-Blanche, poursuivent pour sauvegarder les peuples de l'agression et de la coercition. Et maintenant, vos brèves en images et pour commencer, une nouvelle dépense publique nécessaire pour le bien des citoyens français. Durant 2 mois, les espaces de réception du palais présidentiel se transforment en chantier. Objectif, donner un coup de jeune au salon du 19e. Le chantier, qui s'annonce d'exception, mobilisera en tout 120 personnes, de l'intendant du palais au mobilier national, qui en assure la maîtrise, en passant par un kyrielle d'entreprises du patrimoine. Jusqu'à mi-janvier, toutes les pièces seront inaccessibles et la présidence devra trouver d'autres lieux d'accueil pour les fêtes de fin d'année. Viendra ensuite le temps de la surprise, voire des critiques. Des voix s'élèveront toujours contre cette nouvelle dépense publique. Ces derniers jours, les Gilets jaunes ne se sont pas privés de dénoncer la commande d'un service de Sèvres, la construction d'une piscine à Brégançon ou les changements de décor du palais. Lors de la présentation du projet en septembre, les services de l'Élysée ont assuré que les travaux de la salle des fêtes, estimés à 500 000 €, seront en grande partie financés par la vente de produits dérivés. For us, it's a unique deal in Iran's car industry because it's in terms of course, investment, it's in terms of transfer of technology, localization, development of Iranian talents, creation of engineering and purchasing center, production, of course, of up-to-date cars. Renault has proved its commitment with a non-stop presence in Iran since the beginning of its operation in 2004. And this signature confirms our strong intent and commitment to long-term operations in Iran as the strategic partner of Iran automotive industry. Un article du 19 janvier dernier paru dans la revue économique en ligne Challenge avait pour titre flatteur « Peugeot et Renault cartonnent en Iran ».
Son auteur était fier d'annoncer à ses lecteurs que les deux constructeurs automobiles détenaient 40% des parts du marché de l'automobile iranien, un marché qui, selon lui, avait encore un énorme potentiel à venir. Mais c'est sans compter sur les dernières sanctions économiques imposées par l'inénarrable président américain, aux grandes dames des pays européens, France en tête. Avec une augmentation de plus de 50% des ventes en 2017, soit 162 000 véhicules vendus, Renault avait battu son record des ventes dans ce pays. Le même cas de figure était également vrai pour le groupe PSA, qui détenait 30% du marché avec 443 000 livraisons l'année dernière sous la marque Peugeot. Pour les deux constructeurs, le territoire de l'ancienne Perse représentait l'une de leurs plus fortes parts de marché hors de l'Hexagone. La question légitime qui se pose donc est: Peugeot et Renault cartonneront-ils à nouveau en Iran? Car la nature ayant horreur du vide, le marché iranien de l'automobile risque de ne pas le rester très longtemps. Et l'Europe risque une fois de plus d'être la grande perdante face à ces sanctions. Quelques députés insoumis et Benoît Hamon souhaiteraient que le carburant des avions soit taxé. Ils ont porté plusieurs fois la question devant l'Assemblée nationale. Puisqu'il est question de taxer les carburants, pourquoi omettre le kérosène, dont l'empreinte écologique est, selon le réseau Action Climat, 14 à 40 fois plus de CO2 que le train par kilomètre parcouru et par personne transportée. Lorsqu'il était député écologiste en 2010, François de Rugy partageait cette idée. Il avait interpellé les parlementaires à l'Assemblée nationale dans ces termes. Aujourd'hui, le carburant le plus taxé, c'est le carburant des particuliers. C'est celui des automobiles. Par contre, celui qui n'est pas taxé du tout, c'est le kérosène. C'est particulièrement choquant du point de vue écologique au point de vue social. C'est une injustice majeure. Cette phrase a été prononcée en 2010 par François de Rugy. Mais aujourd'hui, pour le ministre, il n'est plus question de taxer le kérosène. Le 14 novembre, le ministre a détaillé: sur le transport aérien et le transport maritime, ce sont des règles internationales. Des accords internationaux auxquels la France souscrit, qui régissent la taxation des carburants. Mais pourquoi ne pas agir sur les vols intérieurs? Car les avions français ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La réponse du ministre laisse entrevoir d'autres enjeux que l'environnement, c'est-à-dire préserver le secteur aérien. L'agence de santé américaine a conclu qu'il existait un lien évident entre les ondes magnétiques émises par nos téléphones mobiles et la survenue de cancers chez les rats mâles. Bien que nous soyons exposés à des doses d'ondes beaucoup plus faibles, il n'est cependant pas exclu qu'elles puissent avoir des effets similaires sur notre organisme. Menée sur plusieurs années, cette nouvelle recherche, chapeautée par le ministère de la Santé américaine, s'est attachée à analyser les effets des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles 2G et 3G. Elle a mis en avant des preuves évidentes d'un lien entre niveau d'exposition élevé à ce type d'ondes et cancer chez les rats mâles. Si les scientifiques ont également constaté l'apparition de tumeurs du cerveau et des glandes surrénales chez les spécimens femelles et les souris, ils ont expliqué que les causes de leur survenue étaient moins évidentes. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse avec la vidéo de la semaine. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info. Pourquoi, selon vous, le gouvernement, l'État, Emmanuel Macron, François de Rugy ne sont pas à la hauteur? Pourquoi ils font pas assez? Il y a des accords qui ont été signés, notamment à Paris avec la COP21, qui partaient sur des réductions de gaz à effet de serre, notamment du CO2. Et on voit que les émissions de CO2 ont augmenté en France. Et donc voilà, c'est la première raison. La deuxième, c'est ma ville. Je suis inquiet sur l'avenir de ce territoire, qui est un territoire de polder. C'est des terres qui ont été gagnées sur la mer avec un système d'irrigation et de refoulement des eaux vers la mer. On va avoir de plus en plus d'eau. Ça va être de plus en plus difficile d'évacuer ces eaux vers la mer. Et surtout, la mer, le niveau de la mer montant à cause du réchauffement climatique, on a le risque de submersion marine et d'inondation. On joue notre rôle, les citoyens jouent leur rôle. J'estime que l'État aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ses engagements et de ses responsabilités. C'est possible légalement de faire condamner un État, un gouvernement pour inaction face au réchauffement? Oui, ça vient de se faire aux Pays-Bas. C'est un citoyen qui avait attaqué l'État, il avait gagné en première instance, ça a été confirmé en appel et la justice aux Pays-Bas a obligé le gouvernement à prendre des orientations très fortes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'un président de la République, malgré tous ses pouvoirs, peut vraiment faire quelque chose à son échelle contre le réchauffement climatique? Ça le dépasse, non? Non. Les élus peuvent faire. Il suffit d'en avoir la volonté et l'audace. Il faut changer de système. Il faut changer complètement le système. Il faut arrêter d'être le garant des lobbies. Il faut changer le monde agricole. Il faut changer les transports. Il faut remettre des trains où il faut pour éviter le nombre de bagnoles sur la route. Il y a des vraies décisions politiques avec des enjeux financiers. Mais c'est le rôle du gouvernement de faire ces choix politiques. On entend
entend trop souvent des discours, des engagements, et finalement derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est un changement de système qu'il nous faut, c'est faire la chasse au lobby, sinon on n'y arrivera pas. On le voit dans le monde agricole, on le voit dans l'énergie, on le voit dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Donc c'est vraiment une décision politique forte qu'il faut mettre en œuvre. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Allez-y, remuez-vous.